discussion à la fin, donc notez bien les questions que vous voulez poser. La présentation suivante concerne la gestion d'un trauma center par Gilles Auriaguet de Necker Enfants Malades. Merci. Je voudrais remercier donc les organisateurs de m'avoir confié ce sujet. C'est un sujet, je trouve, passionnant, sur lequel on s'intéresse depuis une vingtaine d'années. J'ai quelques liens d'intérêt, mais qui n'entrent pas en conflit avec l'exposé d'aujourd'hui. Je reviens quelques instants sur la mortalité. Ça a été dit par les orateurs précédents. La mortalité en traumatologie pédiatrique, elle est essentiellement précoce. Ça veut dire que c'est clairement précocement qu'il faut agir. Mais quand on regarde un peu dans le détail, et voici des données adultes, elles sont anciennes, mais je pense que les messages restent d'actualité, qu'est-ce qu'on voit? Ici, c'est un collectif de 1200 patients adultes décédés dans les suites d'un traumatisme, et on va regarder un sous-groupe de patients qui vont être décédés de ce qu'on va appeler des causes évitables, 52 patients, et vous voyez que souvent, ce sont en rapport avec ce qu'on va appeler des erreurs ou des retards de prise en charge, que ce soit des retards de prise en charge chirurgicale ou des réanimations inappropriées. Et de façon assez intéressante, dans ce travail, les auteurs regardent en fonction du site de prise en charge l'impact sur ces décès évitables. Et ce que l'on voit apparaître déjà, c'est l'impact de la notion donc, du site de prise en charge, de trauma center, niveau 1, les sites les plus experts, puis les autres hôpitaux, et on voit que ça agit directement sur la mortalité. Il n'y a pas vraiment d'études comparables chez l'enfant, juste cette étude ancienne, que je trouve également intéressante. On s'intéresse donc à des enfants décédés après un traumatisme crânien. Les auteurs identifient 32% de causes évitables précoces. Parmi celles-ci, on retrouve un petit peu des choses superposables, c'est-à-dire des retards ou des défauts de prise en charge en rapport donc avec les grandes détresses vitales, ici défauts de prise en charge de la détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique. Donc assez clairement, quand on parle de traumatologie, il y a ce concept de décès évitable. Ces décès évitables sont liés à des retards de prise en charge, que ce soit réanimatoire ou chirurgicale, à des erreurs de stratégie, à des défauts d'organisation et parfois à des problèmes d'expérience des structures d'accueil. Et je pense que ça fait le lien direct avec l'intérêt de prendre en charge les patients dans des sites experts. Alors on va les appeler trauma center, mais vous verrez qu'en France, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans les pays anglo-saxons. Enfin, cependant, j'aimerais parler maintenant avec vous de ces notions de trauma center et de ce que les anglo-saxons appellent trauma system, qu'on pourrait peut-être résumer par réseau. La définition d'un trauma center, j'ai laissé la définition indiquée en anglais, parce qu'elle est très simple, vous voyez, c'est quoi? C'est un hôpital dans lequel les équipes médicales, à la fois chirurgicales, anesthésiques, support, c'est-à-dire équipes transversales, radio, biologie, tout ce que vous voulez, sont disponibles H24, 365 jours par an pour prendre en charge les patients. En fait, cette notion de trauma center n'est pas récente. Quand on s'intéresse à l'histoire, on voit qu'à l'Antiquité, là, dans l'Iliade, il y a les premières descriptions qui associent à la fois l'évacuation précoce, donc la prise en charge préhospitalière, et la prise en charge ensuite dans un trauma center. Alors à l'époque, là, ce sont des baraquements, et puis on avance dans le temps, là, c'est les légions romaines, de nouveau, triage sur le champ de bataille, et transfert des patients, des victimes, donc, dans des hôpitaux spécialisés. Sous Napoléon, c'est la même chose. Le baron Larrey met en place ce type de structure, triage, évacuation, trauma center locaux. Et puis progressivement, on arrive aux choses les plus récentes qui dérivent finalement de ce qui avait été mis en place au Vietnam par les Américains. Donc un trauma center ne constitue pas à lui seul un système, un trauma système. Il est extrêmement important de mettre en place un réseau. Ça ne peut pas fonctionner seul. Alors c'est quoi le réseau? Il y a trois composantes clés. Donc la prise en charge préhospitalière, évidemment, je ne reviendrai pas, ça a été décrit dans le premier exposé. L'organisation des hôpitaux, il y a une régionalisation qui permet un classement en fonction des niveaux d'expertise, du niveau 1 au 3. Et puis évidemment, dans le cadre du réseau, des accords, des relations entre les différents partenaires avec des accords de transfert interhospitalier. On verra un exemple tout à l'heure. Dans le système américain, les trauma centers sont désignés par une autorité légale qui est l'État. Il y a des procédures locales de certification. Il y a des obligations de participer donc de nouveau à un réseau, des procédures écrites de triage et une évaluation permanente de la qualité. Si on l'extrapole à ce qui peut se passer en France, et ici c'est le réseau Traîneau, donc c'est prise en charge des traumas dans le réseau nord-alpin. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 niveaux. Le niveau 3 finalement c'est un service d'urgence capable de faire un bilan lésionnel initial, et le niveau le plus élevé c'est toutes les spécialités disponibles H24, 365 jours par an. Dans les modèles anglo-saxons, finalement, il y a beaucoup de monde qui intervient. Ici, vous avez ce qu'on appelle le trauma team leader, c'est-à-dire c'est finalement le médecin expert qui va agir en tant que coordonnateur.
Il va coordonner la prise en charge, il n'intervient pas directement. Il y a des médecins, des infirmières, des spécialistes de la prise en charge des voies aériennes, ce qu'on n'a pas en France, des radiologues, un scribe, c'est un secrétaire qui prend des notes, formidable. De nombreux spécialistes, bref, rarement moins d'une dizaine de personnes. Et là, vous avez vu, il n'y a pas de chirurgien. Quoi qu'il en soit, toutes ces personnes agissent de façon coordonnée dans le cadre de protocoles de prise en charge qui vont être déclinés. Donc on reviendra sur la notion de protocole. Et puis ces notions-là ont été déclinées évidemment au niveau pédiatrique dans les papiers qui commencent dans les années 90 et on voit également beaucoup de monde intervenir autour de l'enfant traumatisé. Étienne Javoué là, avait repris un petit peu dans le cadre de la prise en charge des traumas crâniens ou médulaires des notions qu'on avait définies dans les RPC, la recommandation pour la pratique clinique de 98, établie sous l'égide de l'ANAS sur la prise en charge du trauma crânien. Qu'est-ce qui avait été dit? Pour les enfants traumatisés crâniens graves, qui, je vous rappelle, résument en gros 80% de la traumatologie grave pédiatrique, eh bien, ces enfants doivent être préférentiellement orientés vers un centre de traumato-pédiatrique ou adultes à compétences pédiatriques. Ce centre doit idéalement comporter une réanimation pédiatrique, un scanner, des possibilités d'avis par un neurochirurgien, idéalement sur place ou dans le cadre d'un réseau qui intervient donc par télémédecine, transfert d'images, des prises en charge protocolées par une équipe multidisciplinaire qui comprend au minimum un réanimateur, un chirurgien, un neurochirurgien, un radiologue, et l'arrivée dans le cadre de la prise en charge française est coordonnée par les SAMU, et donc il y a un contact direct entre le régulateur du SAMU et le médecin. Il y a également dans cette notion la prise en charge à moyen terme, donc secondaire. Tout enfant traumatisé crânio-cérébral doit bénéficier d'une prise en charge par un médecin de rééducation. Le long terme, un suivi, un séjour dans des centres spécialisés. Et un point qui est très spécifique à la pédiatrie, évidemment, prise en charge des familles, des parents. On reviendra dessus. Je voudrais dire maintenant quelques mots sur l'impact des trauma centers sur le pronostic. Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça coûte? Une belle étude américaine publiée dans le New England Journal of Medicine qui compare, ce n'est pas une étude randomisée évidemment, mais qui compare la prise en charge des patients soit dans les trauma centers, soit dans des hôpitaux non trauma centers, de patients âgés de plus de 18 ans, donc il n'y a pas d'enfants. On regarde les résultats, on voit une réduction significative de la mortalité à 30, 90 et à 1 an entre trauma center et en faveur du trauma center versus non trauma center. Un effet également en fonction de l'âge, un effet d'autant plus net que les patients sont âgés de moins de 55 ans et qui sont plus gravement atteints. Donc bénéfice de la prise en charge en trauma center, bénéfice chez les patients jeunes, bénéfice pour les patients les plus sévèrement atteints évidemment. Donc qu'en est-il chez l'enfant? On ne dispose pas de données aussi belles, j'allais dire, mais il y a un faisceau d'arguments qui provient d'études ayant utilisé ce qu'on appelle la méthodologie TRIS. Alors c'est un peu compliqué, cette méthodologie TRIS. Elle consiste à utiliser des scores de gravité, le trauma score et l'ISS, qui permettent de calculer une probabilité de survie individuelle, puis on fait la somme, on a une probabilité de survie globale, et on compare le résultat, donc à gravité comparable, en fonction d'une base de données nord-américaine qui inclut plusieurs centaines de milliers de patients, et donc comme ça, on a un référentiel, on voit si on fait aussi bien ou moins bien que ce référentiel qui est donc le Trauma Center adulte. Plusieurs études, dont une qu'on avait réalisée il y a quelques années, montraient qu'on faisait au moins aussi bien, voire mieux, quand on prenait en charge un enfant dans un Trauma Center pédiatrique. Alors il y a cette étude récente qui montre qu'effectivement la prise en charge d'un enfant dans un Trauma Center améliore le pronostic en réduisant la mortalité, mais dans ce travail, il n'y a pas de différence si l'enfant est pris en charge dans un trauma center pédiatrique ou dans un trauma center adulte avec des compétences pédiatriques. Je crois que le mot important, c'est qu'il y ait des compétences pédiatriques H24, 365 jours par an. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été dit il y a longtemps, vous voyez, par ces auteurs, en disant, ben voilà, finalement, on peut prendre en charge des enfants traumatisés, soit dans un trauma center pédiatrique régional, ou, j'allais dire, moi, à défaut, dans un trauma center adulte à compétences pédiatriques. Je voudrais maintenant m'arrêter quelques instants sur l'importance de mettre en place des réseaux et des filières de soins. Je prends l'exemple ici, donc de nouveau, je vous ai montré tout à l'heure, du réseau nord-alpin des urgences. Dans ce réseau, les différents participants se sont réunis, ont réfléchi à une définition commune pour dire qu'est-ce que c'est un traumatisme grave. Ils ont désigné les centres, finalement un petit peu trauma center level 1, 2 et 3. Ils ont mis en place des critères de triage, ils ont effectué donc des transferts interhospitaliers, et puis le reste, je passe dessus. Et puis on regarde le résultat d'une étude qui a finalement évalué la prise en charge de ces patients dans ce réseau.
Dans cette étude, les patients sont définis en 3 catégories en fonction de la gravité. Grade A, c'est les patients instables. Ces patients instables, dans ce réseau, vont directement dans un centre de niveau 1 ou 2. Les patients qui étaient instables mais qui ont pu être stabilisés, eh bien, leur prise en charge ultérieure va dépendre de l'existence ou non d'un traumatisme grave du bassin. Soit il existe, c'est de nouveau le centre de référence, niveau 1 ou 2, soit il n'y a pas d'atteinte du bassin et c'est niveau 1, 2 ou 3 indifféremment. Enfin, chez le patient stable, eh bien, on a le choix, on va où on veut finalement. Puis on regarde les résultats sur la mortalité en utilisant de nouveau la méthodologie TRIS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on compare mortalité prédite 29% et observée 14%, il y a une réduction significative lorsqu'on est pris en charge dans le centre de référence, le niveau 1. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les centres de niveau 2, il y a une petite différence, mais elle n'est pas significative. Donc vraiment, je crois que c'est intéressant de fonctionner dans le cadre d'un réseau avec des accords, des réflexions pour le tri et donc ensuite sur la destination des patients. Un mot bref sur l'impact des protocoles. Mes 2 prédécesseurs l'ont dit, je crois que c'est extrêmement important, y compris dans le cadre des trauma centers, d'avoir des protocoles à disposition. Alors pourquoi c'est important? Voilà, on peut montrer l'intérêt dans ce travail. Alors ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude avant-après dans une réanimation anglaise qui prend en charge à la fois des adultes et des enfants. Il regarde l'impact de la mise en place de protocoles de prise en charge et donc d'essais en réanimation avant-après, d'essais à l'hôpital avant-après. Comme vous le voyez, une réduction significative de la mortalité du fait de la mise en place des protocoles de prise en charge. Alors, ces protocoles, là je vous en montre 2 qui sont ceux qu'on applique et qui ont été publiés dans le MCU Urgence en 2012, mais l'intérêt ce n'est pas de les copier, c'est d'avoir vos propres protocoles, de les définir de façon consensuelle et enfin, ensuite, de faire en sorte que tout le monde y adhère et les applique, c'est peut-être le plus difficile finalement. Quelques mots également sur l'importance du triage. Pour moi, dans mon esprit, il y a 2 types de triage. Il y a un triage préhospitalier qui est fait par le médecin du SMUR, qui va finalement transmettre ses conclusions au médecin régulateur, qui va contacter l'hôpital d'accueil pour que, dans notre modèle français, l'accueil du patient soit anticipé, préparé. Comment faire ce triage? Alors, il y a plein d'outils, les anglo-saxons en proposent plein. Moi, je vous propose des outils de la réflexion qu'on avait établis à Vittel, confirmés à Clermont-Ferrand il y a quelques années, qui prennent en charge finalement 3 types d'éléments. Tout d'abord, la sévérité du traumatisme, donc le mécanisme lésionnel. On prend en compte tous les marqueurs d'un traumatisme violent. Et même si le patient vous donne l'impression qu'il va bien, ces marqueurs-là, à mon sens, doivent vous inciter à aller vers un trauma center. Deuxième élément pris en charge où on compte les critères physiologiques, est-ce qu'il y a des troubles de conscience? On a vu le score de Glasgow, le pédiatrique trauma score dont on a parlé, et puis évidemment toute détresse vitale. Enfin, des critères anatomiques liés à la lésion. Est-ce que c'est un trauma pénétrant? Est-ce qu'il y a une amputation, un trauma thoracique sévère, une défense abdominale? C'est des choses relativement simples qui peuvent vous permettre de faire le tri. Et puis la deuxième question, c'est à l'arrivée à l'hôpital. Alors il y a un gros sujet anglo-saxon. Clairement, dans notre modèle français, l'arrivée du patient a été anticipée, préparée, et on a des données d'évolution. Et donc, on n'est pas tout à fait dans le même schéma. Voici, à titre d'exemple, un petit peu le mode de fonctionnement dans notre unité. Donc, le régulateur du SAMU va contacter celui qui agit en trauma team leader, donc qui coordonne. Chez nous, c'est plutôt l'anesthésiste réanimateur de neurochirurgie, lui transmet le bilan, et celui-ci va répercuter les informations sur l'équipe qui, le plus souvent, va être celle qui va intervenir, son interne, le radiologue, l'interne de neurochirurgie et les chirurgiens internes ou seniors selon leur disponibilité, puis évidemment les équipes paramédicales du site d'accueil. Et puis, comme vous pouvez le voir dans ce schéma, finalement, nous, par rapport aux équipes anglo-saxonnes, on sera rarement plus de 6 à 7 personnes, même si le patient est en état critique. Ce qui est extrêmement important, c'est que tout soit prêt pour accueillir le patient. Voici un petit peu le site sur lequel on accueille, le sas de déchocage, avec un dépôt de sang d'urgence, 2 kg au plus, 2 kg au négatif, l'emplacement, et puis le site où la famille va attendre. C'est extrêmement important de la prendre en charge dès le début. Si je résume un petit peu la prise en charge des patients dans notre structure, donc l'admission
donc qui a été anticipé. Donc de nouveau, il y a un contact direct avec l'équipe SMUR qui va transmettre les circonstances de l'accident, les lésions qu'ils ont pu observer, l'état clinique initial du patient, les traitements qui ont été nécessaires, qui ont été mis en œuvre, et puis évidemment l'évolution sous traitement. À l'arrivée, le bilan initial est réalisé au lit du patient et les décisions d'urgence vont être prises le plus souvent à l'issue de ce premier bilan initial rapide. Ensuite, eh bien, on va conduire le patient soit pour compléter son bilan au scanner, ce qui est quand même le cas le plus fréquent, il va revenir à la case initiale, soit, dans des cas plus rares, il va aller au bloc opératoire pour une chirurgie d'hémostase, soit immédiate, c'est quand même assez exceptionnel, soit de façon un peu retardée, comme on l'a vu, et ça nous est déjà arrivé de changer notre fusil d'épaule après être parti sur des principes de prise en charge conservatrice, d'avoir dû revoir notre copie sur un mode plus interventionnel. Donc, pour conclure, je pense qu'il y a un principe, c'est l'expertise améliore la qualité des soins et diminue la mortalité. C'est peut-être le concept donc justement du trauma center avec un effet volume. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un problème d'avoir un minimum d'activité pour être entre guillemets expert. Un deuxième point, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est vraiment multidisciplinaire. Tout seul, on ne peut rien faire. Il faut que ça marche tous les jours, toute l'année. Donc ça, c'est indispensable. Il y a quand même des difficultés. Je n'ai pas eu le temps de les développer aujourd'hui, mais globalement, en tout cas, si on compare nos modes de fonctionnement à tout ce qu'on trouve dans la littérature anglo-saxonne, on a un petit peu l'impression qu'on est sous-dimensionné à la fois au niveau des structures et des équipes. Alors, est-ce que c'est un impact? C'est difficile de le dire, puisque quand on fait des comparaisons, en tout cas sur le pronostic, avec des méthodologies tristes, on trouve qu'on fait à peu près aussi bien. Il y a un autre problème, c'est les coûts. On n'a aucune idée des coûts que ça représente. Il faudrait probablement faire des études médico-économiques, utiliser la comptabilité analytique. Je vous avoue qu'on ne s'est pas encore lancé là-dedans. Il est clair qu'on peut opter pour deux approches différentes. Probablement que l'idéal, en tout cas, moi, dans mon esprit, je ne vais pas dire le contraire, puisque c'est le type de centre dans lequel je travaille, c'est le trauma center pédiatrique. Mais on l'a vu, les études le montrent, en termes de résultats, on peut sûrement faire aussi bien quand on a, dans un trauma center adulte, un mode de fonctionnement, donc type trauma center, avec des compétences pédiatriques disponibles H24, 365 jours par an. Enfin, il y a des solutions. Je crois que c'est extrêmement important de mettre en place des réseaux de soins et de développer des protocoles à toutes les phases de la prise en charge. Enfin, un dernier point, là aussi, j'en ai pas parlé, il y a des objectifs qui sont, parce que je crois qu'il y a encore de la place pour l'amélioration de la prise en charge, développer l'enseignement et la recherche dans ce contexte. Je vous remercie de votre attention. Je vais demander aux